Je m'appelle Perrine Hervé-Gruyer, je suis cofondatrice avec mon mari Charles de la ferme biologique du Bec et Loing, qui est une petite ferme en Normandie qui a pour particularité de produire selon les principes de la permaculture. Donc nous sommes maraîchers, nous avons débuté en 2006, donc il y a quelques années maintenant, et je crois qu'on a été assez pionniers du mouvement micro-ferme et production selon les principes de la permaculture, parce que dès le début nous étions en agriculture biologique, en traction animale, mais aussi en 2008, on a rencontré cette fameuse permaculture qui est un système conceptuel qui vise en quelque sorte à rendre des exploitations agricoles similaires à des écosystèmes, en tout cas en faire en sorte qu'elles aient le même type d'interaction. Alors, la démarche permacole appliquée à l'agriculture, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, mais je vais y revenir après, parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de permaculture, mais peu de gens savent en réalité ce que c'est. Parce que la permaculture, c'est pas du tout une méthode de jardinage ou une technique agricole. C'est vraiment un système de conception. C'est presque un outil architectural pour créer des écosystèmes. Alors, plus clairement, la permaculture, en réalité, c'est du bon sens. C'est une philosophie qui a été mise au point par des Australiens dans les années 70 et qui, suite à l'observation de la nature, se dit, finalement, dans les écosystèmes, tout fonctionne. Les arbres, les plantes, les machins, il y a des interactions entre tous ces éléments, ils arrivent à communiquer et ça rend ces écosystèmes hyper productifs sans que l'homme n'ait à intervenir. Basé sur ce constat-là, David Holmgren et Bill Mollison, les concepteurs de la permaculture, se sont dit mais il y a quelque chose là et il faudrait en fait tirer de tout ça tout un ensemble de principes qu'on pourrait appliquer à des systèmes. Mais les systèmes, ils peuvent aussi bien être une école qu'une entreprise, une ferme, un festival ou je ne sais quoi, pour faire en sorte que chacun de ces systèmes soit économiquement viable, environnementalement durable et socialement équitable. Et socialement équitable, on entend par là juste pour l'humain. Donc on n'oublie plus que l'humain est au cœur du système, on le réintègre justement au cœur du système. On ne l'exclut pas et on ne l'exploite pas. Et à partir de là, ils ont décliné, ça c'est les 3 principes éthiques, prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et partager les produits. Ils ont décliné tout un tas de principes qui vont nous guider dans la création de ces fameux écosystèmes viables économiquement, durables environnementalement et acceptables pour les humains. Parmi les principes, il y a le fait de faire petit. Qu'on commence une entreprise, qu'on crée une école, qu'on fasse un festival ou qu'on décide de créer une ferme demain, la clé, c'est au départ de commencer petit. D'être sur des bonnes bases, de bien connaître les techniques qui vont nous amener à être efficaces, à être bien dans ses baskets en quelque sorte. Et après, éventuellement de progresser, mais ce n'est pas nécessaire. D'ailleurs, nous, on a tendance chaque année à réduire la surface de culture plutôt qu'autre chose. Donc un principe, faire petit. Un autre principe, dans un système permacole, on dépense le moins d'énergie possible. Et par énergie, on entend aussi bien les énergies fossiles, le pétrole par excellence, que les énergies humaines. Donc comment on va concevoir le système pour faire que moi, par exemple, dans ma ferme, au quotidien, je fasse le moins de gestes inutiles, le moins de déplacements inutiles, pour que ma production se fasse avec une juste dépense d'énergie venant de moi, être humain. Un autre principe, et celui-là il est bien connu parce qu'il a été repris par l'économie circulaire, mais ça n'est qu'un des principes de la permaculture, c'est les déchets des uns sont les ressources des autres. Donc dans un fonctionnement écosystémique, donc à l'image d'un écosystème, on va dire un fonctionnement permaculturel, eh bien il n'y a pas de déchets générés, puisque chaque déchet inhérent à une production va être utilisé par une autre. Alors sur une ferme, c'est super facile. Le crottin ou le fumier du cheval va être utilisé comme amendement pour les cultures. Là, c'est l'exemple béabaesque, tout le monde comprend. Mais on peut trouver des exemples de la sorte dans les entreprises ou dans des communautés d'entreprises. Une grosse boîte qui n'a plus besoin de sa flotte d'ordinateurs, on va le dire comme ça, peut tout à fait donner des ordinateurs encore en phase de vie, en fait, encore utilisable à une petite entreprise qui se crée. Il y a plein d'images et d'exemples à reprendre comme ça. Donc cette permaculture, à base de ces principes éthiques, elle a décliné plein de principes qui vont vous guider dans la création d'un écosystème. Un écosystème qui au final va être du biomimétisme, qui va imiter les écosystèmes à l'état naturel. Alors quand nous avons mis en place les principes de la permaculture sur notre ferme à partir de 2008, c'est là qu'on l'a découverte, très vite en termes de technique, ça a ouvert un spectre beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'on a un petit peu
mis les pièces du puzzle ensemble. Jusqu'alors, on voulait être productif, être respectueux de l'environnement et produire une nourriture saine, de qualité et bien évidemment de saison. Et en fait, cette organisation permaculturelle a rassemblé tout ça. Dès les premières années, on a vu que la productivité augmentait parce que les techniques qu'on adaptait dans le cadre permaculturel nous permettaient d'être beaucoup plus efficaces. On a fait par exemple des buttes de culture. Souvent, la permaculture est assimilée à la butte ou la butte assimilée à la permaculture, comme on veut. Et des buttes de culture qu'on paillait. En gros, on a vu le sol d'une autre façon grâce à la permaculture. Et tout ça a fait qu'on a fait un bond qualitatif en termes de technicité et donc de productivité. Aussi, on a été beaucoup plus intéressé et plus vigilant quant à l'observation de l'écosystème. Avant, on était toujours un petit peu, puis en plus on était débutants, toujours très affairés à regarder le point de détail, etc. Et cette permaculture nous a permis de step back et avoir un regard beaucoup plus global sur l'ensemble du système. Ah oui, là, je vois entre cet arbre, cette mare et cette parcelle de culture quelque chose qui n'était pas arrivé au printemps dernier. Mais comme j'ai changé quelque chose, j'ai mis ça en place, eh ben oui, ce printemps, je vois que ça arrive. Donc, j'observe, j'analyse et j'agis en fonction de ce que j'ai vu. Et je ne vais pas agir en fonction de ce que j'ai lu dans le bouquin. Donc ça nous a vraiment fait progresser. Et après, ces progrès qu'on avait faits grâce à cette perception permaculturelle ont rencontré la perception de chefs. On a beaucoup de chefs qui sont venus à la ferme assez tôt et qui nous ont fait faire, mais alors là, un bond incroyable en termes de qualité. Je pense que déjà, la qualité gustative était là parce qu'ils se baladaient dans les jardins, ils étaient comme des gosses en nous disant que nos légumes étaient puissants. Alors, je vous avoue qu'au tout début, nous, on a eu pas mal de problèmes de limaces. Alors, on les voyait s'ébahir devant la feuille de salade trouée par la limace. Et on était là honteux en se disant, mon Dieu, quelle horreur, il y a des limaces partout. Alors, eux, ils n'avaient que faire, c'était le goût, la puissance, comme ils disaient, du légume. Et à partir de là, déjà, on s'est senti un petit peu rassurés par rapport au métier qu'on faisait. On s'est senti reconnu, ce qui est quand même très rare dans la profession, et Dieu sait que tous les êtres humains ont besoin de reconnaissance. Et on a compris le respect qu'on pouvait avoir pour n'importe quel végétal qui poussait sur la ferme. Parce qu'il y avait plein de choses dans notre ferme. Des plantes aromatiques, des médicinales, des fleurs qu'on avait mis pour le plaisir, pour la biodiversité, pour attirer les pollinisateurs, etc. Mais à aucun moment on avait imaginé vendre ça ou qu'on pouvait même le manger. Il y avait certaines choses que je connaissais parce que c'était un petit peu mon dada que de manger des plantes sauvages, etc. Donc je m'étais documentée. Mais eux ont ouvert un champ possible en termes d'alimentation absolument extraordinaire. Et du coup, je crois qu'on a eu un respect infini pour absolument tout ce qui poussait sur la ferme. Donc il n'y a plus de mauvaises herbes chez nous. Ok, il y a du désherbage parce qu'à certains endroits, on ne veut pas de ces herbes-là. Mais en gros, tout est valorisable et tout est respectable. Tout végétal qui pousse, voilà, je crois que c'est ça. C'est le respect du rôle de chacun, de la saveur de chacun et de la puissance de chaque plante qui va pousser sur l'exploitation. Donc bien évidemment, ça nous a poussé à aller encore plus loin dans le fait de proposer une variété de légumes différente, même à nos clients paniers, parce qu'on livre aussi bien des restaurants que des gens qui viennent à la ferme chercher leur panier. Et oui, on a osé, une fois dans l'année, c'est un peu le canular, mais mettre des orties dans le panier pour que les gens retrouvent aussi ce goût, refassent connaissance avec des goûts que les anciens avaient, mais que nous n'avons plus. Typiquement, les aliments amers. L'amertume a disparu de notre alimentation. Or, Dieu sait qu'elle est essentielle pour la santé. Et les gens ne savent plus consommer les choses amères. Donc, réintroduire petit à petit des choses dont on sait qu'elles sont bonnes pour la santé, que gustativement, elles vont interpeller la personne qui les mange et lui ouvrir un champ des possibles différents. Et ça a été un vrai plaisir ajouté au plaisir qu'on avait déjà à pratiquer notre métier, en fait. Alors oui, on pourrait se dire, si cette permaculture est si géniale, pourquoi est-ce qu'elle ne se répand pas partout? Pourquoi il n'y en a pas plus, très simplement? Il faut garder en tête que nous avons découvert la permaculture en 2008. Elle était complètement inconnue du milieu agricole, ou quand elle était connue, elle avait très mauvaise presse, parce qu'elle avait été appliquée dans les années 80, peut-être à des projets d'autosuffisance, ou d'écolieux, des choses comme ça. Et pour l'agriculture, pour le monde agricole, cette permaculture n'avait rien à faire chez eux. Donc déjà, il a fallu créer un pont
entre la première et la seconde. Et en plus, je vous l'ai dit, nous, on a beaucoup tâtonné pendant ces 10 années. On a essuyé beaucoup de plâtre, on a été pionniers avec tout ce que ça entraîne comme travers. Et ça a été long de mettre au point la méthode qu'on appelle aujourd'hui la méthode de la ferme du bec et loin, puisque c'est celle qu'on pratique. On s'est beaucoup trompé, il y a eu beaucoup d'échecs. Aujourd'hui encore, on essaye beaucoup de choses. C'est pas toujours, le succès n'est pas toujours au rendez-vous, hein. Mais c'est long. C'est long techniquement de réussir à mettre en place un système comme celui-là. Et quand vous combinez cette technicité agricole avec la complexité de l'installation, et c'était l'objet de la conférence aujourd'hui, hein, l'installation en agriculture, c'est véritablement le parcours du combattant. Comparé à la création d'une société lambda en France, l'installation en agriculture et la création d'une entreprise agricole, c'est excessivement compliqué. Il y a déjà le premier obstacle qui est l'accès au foncier. Le deuxième obstacle, qui est la formation, surtout qu'on voit émerger aujourd'hui beaucoup de projets émanant de ce qu'on appelle des NIMA. Alors NIMA, c'est un acronyme pour les personnes non issues du milieu agricole. Donc tous ces néo-ruraux qu'on voit arriver, ils n'ont pas eu cette transmission, j'allais dire, ancestrale des connaissances du sol, de la terre, des arbres, de leur territoire, etc. Il faut tout réapprendre. Et ça ne s'apprend pas dans les livres. Il faut mettre les mains dedans. Il faut aller faire des stages, il faut se tester, il faut savoir si vraiment le métier est fait pour soi. Donc, c'est un parcours de transition au bas mot, avec les complexités administratives, d'au moins 3 ans pour véritablement parvenir à une installation. Donc, vous nous prenez, nous, qui sommes un petit peu les grands-parents du mouvement, installés il y a 10 ans, avec vraiment une médiatisation forte et, on va dire, on arrive à quelque chose d'un peu cohérent depuis 4 ans. Les jeunes qui s'installent, ceux qui sont arrivés après nous, ils commencent là. Et ils commencent et ils sont en train de manger la poussière. Ils sont dans les débuts, ils sont dans les difficultés, ils ne sont pas encore arrivés à un rythme, on va dire, de croissance ou même à un moment où ils peuvent stabiliser économiquement leur entreprise. Et c'est difficile les premières années, hein. On dit pour n'importe quelle entreprise, il faut au moins 5 ans pour stabiliser les résultats et avoir un revenu à peu près décent à se verser. C'est exactement la même chose en agriculture. Sauf que le plus de ces projets-là, c'est que c'est aussi un projet familial, un projet de vie, une philosophie de vie. On ne laisse pas tout tomber pour aller créer une ferme je ne sais où sans que toute la famille soit là, sans que le cœur, la passion soit là et qu'on soit appelé par ce projet, par des motivations autres qu'économiques et juste bucoliques. Il y a véritablement une force, c'est vraiment une mission, mais ça vient des tripes, ça vient du cœur, quoi. Donc tout ça, ça prend du temps à mettre en place, humainement, économiquement, techniquement. Il faut laisser le temps au temps. Avec la nature, on doit être respectueux. C'est difficile dans notre société où on a l'habitude d'avoir tout par téléphone portable, Internet. On a tout dans l'immédiateté. Avec la nature, on ne triche pas. Si je suis informaticien, je fais un problème informatique, à peu de choses près, je me trompe, je peux recommencer immédiatement. Avec la nature, vous vous plantez dans vos semis, c'est le cas de le dire, au printemps, vous attendrez le printemps prochain pour réparer la donne. Donc il y a toute cette humilité aussi à appréhender vis-à-vis de la nature. Il y a ce pas de temps qui est différent et il y a aussi cette distance et cette relation de respect, humilité par rapport à la nature qu'il faut acquérir, qui n'est pas forcément innée, même pour les personnes les mieux intentionnées.